le relativisme est un poison. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast dans lequel, attention, grand suspense, nous allons parler de relativisme. Je voulais faire ce podcast parce que c'est un sujet que je vois un peu partout, s'immiscer dans beaucoup de commentaires, sur certains sites, dans certaines conversations, etc. Dans tous les milieux, y compris le milieu catholique, beaucoup de personnes font preuve de relativisme. Alors qu'est-ce que le relativisme et en quoi c'est un problème ? Voilà ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce podcast. Donc la définition que j'ai trouvée sur Internet, la première, c'est doctrine selon laquelle les valeurs morales, esthétiques dépendent de facteurs historiques, sociaux, etc. et n'ont rien d'absolu. On peut dire même les valeurs religieuses, enfin, quelles que soient les valeurs, les idées, etc. Rien n'est absolu, tout est relatif, tout dépend des personnes, tout dépend des sentiments, tout dépend de votre éducation, tout dépend de votre point de vue, de votre ressenti, tout simplement. Il n'y a aucune règle, il n'y a rien de carré, j'allais dire, il n'y a pas de vérité, ou alors chacun a sa vérité et bien évidemment ça pose problème à pas mal de personnes. En fait, rien n'est définitif et le seul standard, j'allais dire la nouvelle vérité, la nouvelle jauge, la nouvelle règle, le nouveau repère, ça n'est donc plus la vérité, c'est l'ego, le désir de chacun, le ressenti de chacun même, on pourrait dire. Alors pourquoi la vérité ou les choses un peu claires et précises posent problème, quel que soit le domaine, hein. On peut parler du domaine religieux, on peut parler du domaine de la beauté, de l'éducation, etc. Pourquoi généralement ça pose problème ? Parce que tout simplement, je suppose, en tout cas c'est mon analyse, l'être humain n'aime pas les limites. L'être humain cherche toujours à dépasser les limites, pas seulement quand il est enfant et adolescent, mais même adulte. Voilà, on cherche toujours à aller au-delà de ce que l'on nous impose. On n'aime pas qu'on nous impose des choses, justement. Ça va nous heurter dans notre sensibilité, dans notre ego. Ça va être peut-être trop exigeant aussi qu'il y ait une vérité, qu'il y ait quelque chose un peu de défini et qui nous soit imposé. Et effectivement, la vérité est exigeante aussi. J'en ai parlé déjà dans de nombreux podcasts, de la liberté, de la vérité, de la beauté. Ce sont des choses, notamment vraiment la vérité est quelque chose effectivement d'exigeant, qui n'est pas toujours facile à accepter. Vous pouvez le constater vous-même, je pense, au quotidien. Quand on dit dire ces 4 vérités à quelqu'un, justement, parfois on nous dit des choses sur notre caractère, des choses que nous devrions changer, des choses qui ne vont pas chez nous, etc. Bon, c'est pas toujours facile à entendre parce que ça suppose aussi une remise en question, parce que ça suppose beaucoup de changements. Par exemple, quelqu'un qui se convertit au catholicisme, bon, peut-être qu'il peut avoir un petit peu la petite flamme, la petite inspiration du Saint-Esprit où il se dit la vérité, c'est la religion catholique, mais la personne peut avoir du mal à faire le pas et à vraiment engager une vraie démarche de conversion parce qu'elle sait que si elle s'engage sur ce chemin, eh bien, ça va être un chemin exigeant, qu'il va falloir faire le ménage dans sa vie, remettre certaines choses dans l'ordre, renoncer à certaines choses. Ça va évidemment aussi apporter beaucoup de choses positives et rapprocher la personne du bon Dieu, mais il va aussi y avoir des sacrifices, des renoncements à faire. Et ça n'est pas toujours évident. Et je pense qu'à notre époque, qui est une époque justement de la fausse libération, qui est une époque de l'égocentrisme, du ressenti, etc., il n'y a plus de repères. En tout cas, les gens ne souhaitent plus avoir de repères. Alors peut-être qu'autrefois, il y avait un peu trop d'extrêmes ou je ne sais pas, de choses qui étaient imposées sans beaucoup d'explications, ni de bienveillance, ni quoi que ce soit, dans un petit peu tous les domaines, j'allais dire. Et donc on tombe dans l'extrême inverse, qui consiste à dire qu'il n'y a pas de vérité, qu'il n'y a rien d'absolu, et que chacun fait un petit peu ses choix selon son ressenti ou ce dont il a envie. Donc selon les personnes qui sont vraiment très relativistes, tout est un peu une question de goût, ou d'opinion, ou de circonstances, de contexte. Donc il n'y a pas vraiment de vérité, c'est un petit peu comme la décoration par exemple, il y a quelqu'un qui va trouver que, je ne sais pas, que le style scandinave est vraiment très
très apaisant, ce minimalisme qui va aider à y voir plus clair, à être plus calme, etc. Et pour d'autres, le style de décoration scandinave va être beaucoup trop dépouillé, va être considéré comme froid. Des gens vont trouver que ça fait un peu chambre d'hôpital. Bon, voilà, ça c'est une question de goût. Effectivement, de ressenti, ça dépend peut-être de l'éducation de la personne, de sa formation, de ce qu'elle a vu aussi, ou les endroits dans lesquels elle a vécu. Donc ça peut dépendre de pas mal de choses. Donc effectivement, il y a des choses qui ne sont pas absolues et qui dépendent un petit peu des goûts de chacun. C'est un peu comme les goûts culinaires, par exemple, dont on peut parler. Mais par exemple en termes de beauté, il y a aussi des œuvres d'art par exemple qui vont plus ou moins plaire selon les goûts, le sens de l'esthétique de chacun, notre propre sensibilité artistique, mais il y a quand même des choses qui vont rester objectivement belles. J'en ai déjà parlé donc je vais pas m'étaler ici par rapport à la beauté, mais il y a des critères objectifs de beauté. Pour la musique aussi, par exemple, on peut en parler, même si on peut fortement apprécier la voix ou la musique, les mélodies de certains chanteurs de variété, par exemple, à l'heure actuelle. C'est incomparable comparé à certaines symphonies, par exemple, de grands compositeurs. Après, ça n'est pas le même domaine non plus. C'est comme entre, je sais pas, une esquisse, un brouillon au crayon à papier d'un grand peintre, je sais pas, d'un impressionniste par exemple, de Monet ou autre, un petit, je sais pas, un petit dessin qu'on va retrouver, une esquisse qu'on retrouve sur un de ses calepins et une peinture complètement terminée, etc. Il y aura certainement de la beauté dans les deux, mais pas de la même façon non plus, et on ne peut pas juger sur les mêmes critères. Bref, effectivement, tout ça pour dire qu'il y a des choses qui sont soumises à nos goûts, et comme on dit, les goûts et les couleurs, ça dépend de chaque personne, mais il ne faut pas le généraliser à tout, et il faut apprendre aussi à voir des choses objectives là où elles sont. Et je tenais à dire que le relativisme est peut-être un grand mot, et peut-être que certaines personnes ne se reconnaissent pas du tout là-dedans, mais je vais vous donner quelques exemples et vous dire en quoi ça pose problème aussi. Et je pense qu'on a tous ce côté relativiste dans certains domaines, en tout cas lorsque cela nous arrange, c'est-à-dire lorsqu'on va nous faire un reproche, lorsqu'on va devoir se remettre en question, qu'on va nous faire une critique, quelque chose de pas très agréable à recevoir. C'est vrai que généralement, on va avoir tendance à mettre en avant le relativisme, les goûts, le contexte, telle personne ne comprend pas parce que moi j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, et objectivement, ça dépend de chacun, je ne sais quoi, alors qu'en réalité, c'est parce qu'on a un petit peu du mal à se remettre en question, tout simplement. Alors, première chose qui me pose problème avec le relativisme, c'est le nivellement par le bas. Puisque les gens relativistes, enfin à peu près tout le monde à notre époque, vont avoir tendance à toujours, pour se justifier ou pour ne pas se remettre en question justement, vont avoir toujours tendance à se comparer aux autres ou se comparer à une situation qui serait pire. On le voit par exemple dans le domaine de la morale notamment. Moi je l'ai déjà vécu, ou vu ou entendu dans pas mal de familles ou de témoignages. Dans certaines familles, quand les enfants commencent un petit peu à faire des bêtises, que ce soit en termes de morale, commencer à fumer, à se droguer ou autre, fumer un petit joint par-ci par-là ou je ne sais quoi, eh bien certaines, je l'ai déjà entendu, mais certaines personnes vont dire bon, déjà c'est bien s'il se pique pas. C'est bien qu'en fait il en revende pas, il est juste consommateur, il n'est pas dealer ni quoi que ce soit. Vous voyez, on trouvera toujours pire. Ou alors tiens, elle a eu des relations intimes hors mariage, mais bon déjà elle a pas avorté, donc c'est bien. Faut déjà voilà, ça aurait pu être pire. Bon. Et nous, dans notre vie quotidienne, sans parler de ces exemples, là, je vous ai donné des exemples plus que j'ai déjà entendus ou voilà, dans mon, pas mon entourage proche forcément, mais voilà, que j'ai déjà entendu. Et ça peut être nous, dans notre quotidien,
bon d'accord, je mange hyper mal ou je fais pas attention à ce que je mange, mais quand même je connais des gens, c'est pire, ou je ne prends pas soin de ma santé, mais il y a des gens, c'est encore pire que moi, etc. Ou tiens, oui pareil, je bois par exemple, je bois de l'alcool, j'en bois un petit peu trop chaque jour, mais je connais des gens qui sont vraiment encore plus alcooliques que moi, donc en fait ça va, je m'auto-excuse et je me compare à d'autres gens qui font bien pire, et comme ça ça efface, enfin en tout cas ça éclaircit ma conscience et ça me donne un semblant d'impression qu'en fait tout va bien et que je n'ai rien à corriger et pas de choses à améliorer de mon côté, n'est-ce pas? C'était quelque chose, moi, ce relativisme qui me tourmentait, enfin qui m'a un petit peu tourmentée notamment quand j'étais adolescente, et parce que je voyais, enfin je comprenais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans mon raisonnement, mais j'arrivais pas vraiment à mettre le doigt dessus, et je voyais d'autres personnes, je vous l'avais déjà raconté, mais notamment une petite voisine qui n'avait rien reçu, la pauvre, et qui n'était pas catholique ni quoi que ce soit, et qui avait déjà, même à son âge, une vie un peu dissolue, et je me disais, mais comparé à elle, moi je vais à la messe tous les dimanches et puis j'essaye de faire le bien, et oui je fais des péchés, mais quand même je me confesse, j'essaye de me relever, j'essaye de pratiquer, d'aimer le bon Dieu, de lui montrer, etc. Mais forcément, comparé à de telles personnes, enfin je vais forcément aller au ciel, etc. Et en fait, c'est après que j'ai compris que non, mais attendez, chacun n'a pas reçu la même chose. Alors ça ne veut pas dire que c'était bien ce qu'elle faisait, mais en tout cas, ça n'avait pas du tout, je n'avais pas à me comparer à elle pour laver ma conscience, on va dire, pour avoir une conscience tranquille, mais c'était par rapport à ce que moi j'avais reçu. Et par rapport à la vérité surtout, et donc forcément si on se compare aux autres, on trouvera toujours pire que soi, on trouvera toujours quelqu'un dans tel ou tel domaine qui fait moins bien entre guillemets que nous, et ça n'est pas pour autant que ça doit nous donner une conscience tranquille. Par exemple, si vous êtes dans un environnement de travail où tout le monde vole, est paresseux, arnaque un peu l'entreprise ou autre, et que vous vous dites bon bah moi si je fais telle toute petite chose, toute petite arnaque, toute petite malhonnêteté, bon bah finalement ça ne va pas être bien grave comparé aux autres qui font bien pire que moi, bah en fait si quoi. Donc c'est pas la jauge, ça n'est pas vraiment les autres, en tout cas ça dépend un petit peu des domaines, mais c'est vrai que sinon on trouvera toujours pire que soi, ou pire que nos enfants, parce que ça c'est beaucoup dans le domaine de l'éducation aussi, de certains parents qui ont du mal à dire non mais ça objectivement c'est mauvais, c'est mal. Alors ça ne veut pas dire que je mets mon enfant à la porte, que je le condamne et que je ne veux plus lui parler parce qu'il a fait telle ou telle erreur, mais en tout cas ça ne sert à rien de relativiser et de dire non mais il y a bien pire ailleurs. Et ça d'ailleurs ça rejoint un petit peu l'éducation bienveillante, en tout cas je l'ai beaucoup vu dans les familles qui pratiquaient cette éducation bienveillante, où en fait on va toujours avoir tendance à excuser ou à trouver pire, et voilà, moi c'est un des premiers dangers du relativisme, c'est vraiment cette comparaison à autrui, ce fait de toujours chercher, enfin, ou trouver plutôt chez les autres ou dans le monde quelque chose de pire, de bien plus grave, et pour nous donner une conscience tranquille, et aussi pour niveler par le bas. Ça se voit aussi, par exemple dans le domaine du vêtement, c'est toujours ah mais il y a pire ailleurs, donc c'est pas grave, moi c'est déjà bien, ou alors dans le monde c'est bien pire, et il faut quand même qu'on ressemble aux gens de ce monde, faut pas qu'on se mette trop à part, nous les catholiques, parce que sinon faut quand même qu'on évangélise et qu'on fasse partie du monde, etc. Et donc on commence à faire beaucoup de compromis, à se comparer à certaines choses, et c'est vrai que comparé aux femmes qui actuellement sortent souvent l'été, mais pas que, en micro-shorts qui ressemblent à des culottes et en brassière, enfin voilà, on a l'impression qu'en fait elles sont en sous-vêtements quasiment dans la rue, elles ne se rendent même pas compte. Bah c'est sûr que comparé à ça, une mini-jupe et un crop top, ça paraît déjà très habillé. Mais voilà, évidemment on ne peut pas prendre ça comme repère. Et voilà, donc déjà les deux premiers écueils à retenir, c'est vraiment ce nivellement par le bas et cette comparaison à outrance qui fait qu'on trouvera toujours pire et qu'on s'excusera un petit peu de tout. Autre écueil que j'avais noté, c'est le fait de poser la liberté au-dessus de tout, puisque le relativisme, donc il n'y a plus rien d'absolu, il n'y a plus aucune règle, rien qui compte, rien qui soit au-dessus
d'autres choses, comme ce qui compte c'est un petit peu le ressenti et les idées de chacun, et ce qui compte c'est ma liberté, avec ce faux adage qui consiste à dire en fait tout est ok, je peux tout faire, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres, ce qui est évidemment une conception totalement fausse de la liberté, mais j'en ai déjà parlé dans plusieurs podcasts. Et le but est donc de ne gêner personne, et tant que je ne gêne personne, c'est ça un petit peu le nouvel absolu, la nouvelle règle, le nouveau cadre, ça n'est plus la vérité. C'est tout simplement ma fausse liberté, ma fausse opinion, et essayer à la limite de ne pas trop déranger les autres. Et tant que je ne gêne pas, et ben en fait il n'y a plus de règles. Et ça me rappelle un petit peu ce que j'avais vu, je vous en avais déjà parlé sur un des extraits du plateau de Touche pas à mon poste, où il y avait notamment cette fille Ruby là qui vendait ses sous-vêtements utilisés, l'eau de son bain, etc. et qui se faisait des centaines de milliers d'euros comme ça. Et en fait, elle n'arrivait pas à comprendre en quoi c'était un problème, puisqu'en fait, effectivement, dans l'absolu, elle ne dérange personne, dans le sens où, en plus, c'est des choses qu'elle fait, j'allais dire, un peu dans le secret. Bon, sur Internet, rien n'est secret, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pas comme si elle s'étalait sur la place publique ou qu'elle faisait le trottoir devant tout le monde à moitié déshabillée. Bon, voilà, c'était pas le cas, c'était à peu près discret. Enfin, elle allait sur tous les plateaux de télé, mais je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. Et on va dire qu'elle ne faisait du mal qu'à elle-même et qu'aux hommes ou aux femmes qui achetaient ces trucs à elle. Et en fait, elle avait du mal à comprendre en quoi c'était mal, mais parce que justement, il y a plus aucun repère, il y a plus aucune vérité, et selon elle, ça ne dérangeait personne, voilà, il n'y avait aucun problème. En plus, elle gagnait plein d'argent là-dessus. C'était pas trop fatigant parce que je pense que mettre de l'eau de son bain dans des bocaux et les envoyer par la poste, ça doit pas être trop compliqué. Et voilà. Et elle, c'était son repère, c'était le fait que ça ne gêne pas les autres et c'est ma liberté. Et tant que je n'entrave pas celle des autres, il y a pas vraiment de problème. Donc vous voyez, ça c'est un peu cette espèce de fausse liberté qu'on met au-dessus de tout, c'est mon ressenti, et puis tant que ça n'est pas trop scandaleux ou problématique, voilà, on ne s'arrête pas et il n'y a plus aucune limite malheureusement. Autre point, comme il n'y a plus d'absolu, il n'y a plus non plus d'obéissance, c'est-à-dire que tout est remis en question. Tout est remis en question, même la nature, même la biologie. Donc ça, vous verrez de quoi je veux parler. J'en ai parlé dans de nombreux podcasts et chroniques, mais même la nature est remise en question. Le bon sens le plus basique, je veux dire les preuves scientifiques, quoi. Enfin que vraiment, par exemple sur la théorie du genre, etc., la différenciation des sexes, etc. Tout ce qu'on voit vraiment, je vous en avais parlé sur le cerveau, sur plein de choses. Les différences sont assez objectives, scientifiques, prouvées, tout ce qu'on veut, et puis même sans les preuves scientifiques, quoi, juste le bon sens. Et en fait, même ça, c'est remis en question. Même les vérités naturelles, les plus objectives, les plus basiques, les plus communes, les plus reconnues, eh bien justement ne sont plus reconnues, ne sont plus acceptées parce qu'on n'accepte plus la vérité dans aucun domaine. La vérité est une entrave, la vérité est une entrave à la liberté, soi-disant, de certaines personnes et qui donc n'acceptent plus cette vérité, même quand elle est objective, et donc vont prendre des détours pour réussir à parvenir à leur fin et à faire ce qu'elles veulent, tout simplement. Tout est remis en question. Même dans le domaine religieux, par exemple, et ça me fait penser au sermon qu'on a eu dimanche à la messe, justement, où le prêtre rappelait ça, et en disant, mais il y a certaines choses qui sont inscrites dans le droit canon, qui sont, voilà, c'est une règle de l'Église, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et en fait, on va avoir cette tendance quand même à remettre en question, à demander, à se dire vraiment, est-ce que je dois obéir à ça? Non, mais les temps changent, non, mais ceci, non, mais cela. Oui, enfin, objectivement, c'est écrit dans le droit canon, et tant qu'il n'y a pas un pape pour corriger, modifier ça, je veux dire, ça a été écrit sous le coup de l'infaillibilité, c'est une règle, c'est comme ça nous plaît pas, mais en fait, peu importe, on nous demande pas notre opinion, on nous demande d'obéir. Voilà, c'est comme ça. Et pour ce qui est de la nature, de la biologie, etc., mais pareil, en fait, on vous demande pas votre opinion. On s'en fiche que tu sois d'accord qu'il y ait deux sexes différents et qu'il n'y en ait pas 3000 et que t'es soit l'un soit l'autre et qu'en plus, c'est à la naissance que ça t'est assigné et c'est comme ça.
sauf dans 0, je ne sais pas combien de cas, mais qui sont des exceptions et qui ne sont pas la règle. Et en fait, on te demande pas ton opinion là-dessus. C'est objectif, que tu t'y accommodes ou que tu t'y accommodes pas, peu importe, en fait, c'est comme ça. Et on fait croire aux gens qu'ils peuvent mettre tout à leur sauce, accommoder les choses à leur sauce plutôt, et faire un petit peu n'importe quoi. Donc c'est dommageable parce qu'en fait on leur donne de fausses illusions tout simplement en leur faisant croire qu'ils choisissent alors que non, et ça leur fait beaucoup plus de mal que de bien. Je pense notamment à tous ces enfants à qui on fait croire qu'ils peuvent changer de sexe comme de chemise, et évidemment c'est beaucoup plus dommageable que de leur imposer entre guillemets de garder leur spécificité de naissance, n'est-ce pas? Et bien sûr, ça n'empêche pas l'obéissance ou la biologie ou tout ce qu'on veut, n'empêche pas de creuser les questions. Enfin là, je repense par rapport au dogme religieux, par exemple, ça n'empêche pas d'y réfléchir, d'essayer de comprendre pourquoi l'Église nous demande ça, pourquoi le Christ nous a dit ça, etc. Ça n'empêche pas de réfléchir, d'essayer de comprendre la raison qui est derrière. Pour le vêtement, par exemple, l'Église demande la modestie, la décence, etc., se couvrir la tête à la messe. En fait, il faut obéir en premier, et puis après, évidemment, essayer de s'approprier toutes ces choses, essayer de vraiment les comprendre pour bien les vivre, les assimiler, pour être fidèle à la parole de Dieu, etc. C'est vrai que c'est des choses, si par exemple vous appliquez bêtement, alors au début c'est normal, on est petit, on ne comprend pas tout, et c'est bien normal qu'on applique un peu bêtement, entre guillemets, ce que nos parents nous transmettent, ce qu'on apprend au catéchisme, voilà. Mais après, justement, notre responsabilité aussi, c'est de s'approprier tout ça, d'essayer de comprendre, d'approfondir, d'aller plus loin, tout en respectant bien sûr ce qui nous est dit, ce qu'on a reçu, mais tout en essayant de vraiment le vivre le plus profondément possible, entre guillemets, et pouvoir bien tout comprendre, ou en tout cas le maximum, afin aussi de rester fidèle. Si on applique les choses bêtement sans jamais chercher à comprendre, il y a forcément un moment où ça va nous saouler, on va tout abandonner, et en fait on s'en fiche parce qu'on ne vivra pas notre foi avec vraiment notre cœur et notre intelligence et l'inspiration du Saint-Esprit en même temps. Donc évidemment, ça n'empêche pas de réfléchir, même dans d'autres domaines, même le domaine de la nature, etc. Si vous observez les différences hommes-femmes, c'est pas tout de se dire « Ah, c'est bon, on est différents, j'y pense plus, je n'y réfléchis pas, etc. » Moi, je trouve ça passionnant de regarder les différences de cerveau, de regarder ce qui se passe dans le corps pendant toute la grossesse, par rapport justement à ce qui est instinct maternel, entre guillemets, etc. Il y a beaucoup de choses à observer dans la nature qui sont tellement belle et tellement révélatrice que ça vaut le coup évidemment de se pencher dessus et de réfléchir. Mais il faut aussi accepter tout simplement la nature telle qu'elle est faite également. Autre dérive, entre guillemets, ou risque par rapport à ce relativisme, c'est la déresponsabilisation de chacun. C'est-à-dire qu'en fait, on met quasiment toujours la faute sur les autres, puisque ce qui compte, c'est notre ressenti, nos opinions, ce que nous aimons, et quand quelqu'un cherche à nous imposer quelque chose ou à nous dire certaines vérités, eh bien on va toujours dire que c'est la faute de l'autre, que moi je fais un petit peu ce que je veux, et si tu as un problème avec ce que je fais, eh bien c'est ton problème à toi. Exemple très simple, par exemple, par rapport aux tenues vestimentaires, eh bien je peux me trimballer toute nue dans la rue. Si un homme a un problème ou doit détourner le regard, c'est parce que c'est un cochon, c'est parce qu'il est vicieux, c'est parce qu'il doit travailler sur lui-même. Et ma tenue, moi si je veux être nue, je le fais pour moi, c'est mon choix et ça ne doit pas poser problème aux autres. Et si ça pose problème aux autres, c'est eux qui sont un petit peu bêtes, coincés ou autres. Ou pareil que le rubis là dont je vous parlais tout à l'heure qui vend l'eau de son bain, qui que ce soit qui lui dise quelque chose, d'ailleurs les gens sur Touche pas à mon poste, je pense pas qu'on peut les taxer d'extrémisme, d'être trop religieux ou d'être un peu trop moraux, je pense loin de là, c'est des personnes qui sont assez libérales, on va dire, pour employer un terme assez général, et même ces personnes-là trouvaient que ça posait problème quand même, mais justement, elles les taxent eux, de sexisme, de misogynie, de tout ce qu'on veut, parce qu'elle met la faute sur les autres plutôt que de prendre sa responsabilité, plutôt que de se remettre en question, et plutôt que d'essayer de changer, elle préfère dire que ce sont les autres qui ont un problème vis-à-vis de ce qu'elle fait
métier, enfin comme activité qui lui rapporte de l'argent. Et donc il y a dans beaucoup de domaines, à cause du relativisme, il y a cette déresponsabilisation, ce désir de toujours mettre la faute sur les autres parce que nous ne voulons pas nous remettre en question. Ça, je pense que ça peut arriver à vous comme à moi, cette tendance à ne pas accepter les critiques ou les remarques et à toujours penser que ce sont les autres qui ont tort et voilà, mettre un peu ce relativisme partout en pensant que non, j'ai bien le droit de penser ce que je pense ou de faire ce que je fais, et si l'autre a un problème, et tant pis pour lui. Autre problème du relativisme, bien sûr, c'est que tout se vaut. Il n'y a plus de vérité, il n'y a plus rien. Donc le vrai, le faux, c'est la même chose. Le beau, le moche, c'est la même chose. Les hommes, les femmes, c'est la même chose. Vous l'avez compris, on peut l'appliquer à plein de domaines ou de catégories. Du moment que toi, tu veux cette chose, ou que tu le fais volontiers, qu'il y a ton consentement, que c'est ce que toi tu désires, eh bien tu as raison, tu fais ce que tu veux, peu importe. D'ailleurs on le voit avec dans l'art notamment, on voit que le poison du relativisme se voit même dans l'art, avec le prétendu art contemporain qui soi-disant accrocher des bananes sur un mur, c'est de l'art, et ça vaut cher, n'est-ce pas? Non, c'est du snobisme. Et pareil, on va vous faire croire que non, mais c'est toi qui as un problème, Thérèse, en fait. C'est toi qui ne comprends pas ce qu'il y a derrière cette banane, cette urinoir ou je ne sais quoi. C'est toi qui as un problème et qui n'est pas assez large d'esprit, n'est-ce pas, n'a pas assez ouverte. Par rapport aux différences hommes-femmes, c'est exactement la même chose aussi. Hein. On refuse de voir les différences, la complémentarité, etc. Et ce qui compte, c'est ce que toi tu veux. Autre problème, évidemment, donc, tout se vaut. Et donc, comme j'ai dit, le vrai, le faux, le beau, le moche, et toutes les opinions se valent également. Non seulement toutes les opinions, mais également les opinions de tout le monde. C'est-à-dire que pourquoi la parole d'un prêtre, par exemple, aurait plus de valeur que la parole d'un simple laïc? Je vous le demande bien, puisque tout est relatif. Donc il n'a pas plus de pouvoir, d'intelligence, ni quoi que ce soit que n'importe quelle autre personne. Justement, le prêtre en a parlé en sermon ce dimanche, c'était très intéressant. Il a reparlé notamment des réseaux sociaux et du fait qu'à notre époque, tout le monde dit tout ce qui lui pense par la tête en permanence. C'est-à-dire, il dit, mais même la pensée la plus bête qui vous vient à l'esprit, il faut toujours que ces personnes-là veuillent la partager sur Twitter, sur Facebook, peu importe. Et chacun y va de son opinion, chacun y va de son avis, chacun y va de la première pensée qui lui traverse à l'esprit sans même réfléchir. Et il dit, voilà, on est assailli en permanence d'idioties et d'opinions aussi bêtes les unes que les autres parce que il n'y a plus aucun filtre, tout se vaut et on ne réfléchit pas avant de parler, parce que c'était sur un sermon sur l'épître de Saint Jacques par rapport à la parole et au fait qu'il fallait parler le moins possible ou retarder notre temps de parole pour éviter de dire des bêtises. Et c'est exactement ça, avec les réseaux sociaux, il n'y a plus aucun filtre. C'est vrai qu'on y réfléchit souvent avec certaines amies, mais de se dire, en fait, nous, par exemple, je sais pas, quand on tombe sur un contenu qui nous plaît pas, ou on n'est pas d'accord, ou objectivement c'est faux, hein, puisque voilà, moi je ne suis pas relativiste, donc je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas une question de goût ou d'opinion, mais qui sont soit vraies, soit fausses. Est-ce que je vais perdre mon temps à commenter tout, à dire mon opinion partout, à corriger tout le monde, à mettre des commentaires pour dire « toi t'as tort, ah moi j'aime pas ça, ah ceci, cela ». Enfin, ça ne nous viendrait même pas à l'esprit en fait. Alors que nous, sur nos réseaux sociaux, on se prend en permanence ce genre de remarques de tout le monde qui se permettent en permanence de donner leur avis, de faire des critiques, etc. Alors je dis pas qu'il ne faut jamais faire aucun commentaire nulle part, mais faisons attention à ce que nous disons. Est-ce que ça va être utile? Est-ce que ça va être dit avec charité? Est-ce que ce qu'on va dire est vrai aussi? Sinon, gardez vos opinions aussi pour vous, quoi. Enfin, ne vous sentez pas obligé de tout partager tout le temps. C'est ça que je veux vous dire. Et je me l'applique à moi aussi, d'ailleurs. Il faut vraiment apprendre à se taire. Ça, je sais que c'est un défaut, notamment des sanguins. On en avait parlé dans le podcast sur les caractères et les tempéraments, mais c'est vrai que je sais que par exemple les sanguins, on a tendance peut-être beaucoup plus à parler sans filtre et à dire ce qui nous passe par l'esprit sans tourner notre langue cette fois dans notre bouche avant de parler, et ça peut être un gros défaut évidemment parce que ça peut faire beaucoup de mal, on parle trop vite,
sous le coup de l'émotion, sous le coup de la passion, sous le coup de la colère, etc. Et on regrette, enfin en tout cas moi je sais que maintenant j'arrive à me corriger là-dessus, mais c'est vrai qu'autrefois, même pour les réponses aux commentaires par exemple sur Femme à part, mais j'avais tendance à réagir beaucoup trop vite et sous le coup de l'énervement. Et en fait, parce qu'il y a des choses très blessantes qu'on reçoit, et en fait on se rend compte avec le temps, rien qu'en attendant 5 minutes, on a le temps de prendre du recul et de se dire non mais la personne elle se fait du mal à elle-même, je vais même pas lui répondre et c'est tout aussi bien. Et ça évite de rentrer dans certaines polémiques. Mais tout ça pour dire que à l'heure actuelle, soi-disant, toutes les opinions se valent, tout le monde peut parler sur tout et il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de, comment dire, on ne va plus prendre telle ou telle personne qui fait autorité, je sais pas, en philosophie ou dans le domaine des connaissances hommes-femmes, dans le domaine de l'économie, dans le domaine dans plein du mariage ou peu importe, et on a l'impression que plus personne n'ose plus rien dire. Et pour revenir sur les prêtres par exemple, ou sur le mariage, je sais plus ce que j'avais dit, j'avais fait un podcast sur il y a pas très longtemps sur 20 façons de respecter et honorer son mari. Et les 2 premiers commentaires que j'ai reçus, c'était une personne qui me disait « Et vous Thérèse, qu'en pense votre mari ?» Bien sûr, c'était sarcastique et c'était ce que j'appelle du passif-agressif qui est destiné à être très méchant et blessant, puisqu'évidemment, je ne suis pas mariée. Ce qui m'a fait rire, c'est quand même que j'avais précisé au début du podcast, oui, je ne suis pas mariée, mais les conseils que je vais vous donner sont tirés d'un blog et de livres de personnes qui sont reconnues comme autorités dans la matière et qui effectivement sont conseillères conjugales ou l'autre elle était, enfin voilà, bon bref, des personnes qui ont conseillé déjà des centaines et des milliers de couples, qui s'y connaissent, qui sont elles-mêmes mariées, etc. Enfin voilà, je l'avais bien précisé au début du podcast, je ne fais que m'approprier, entre guillemets, enfin reformuler les propos de ces experts. Et puis je m'appuie également sur mes petites expériences. Ça n'est pas parce que je ne suis pas mariée que je n'ai aucune expérience dans le domaine des hommes et des femmes. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me parler, qui viennent témoigner, qui me racontent leurs histoires. Il y a aussi ce que je vois chez mes amis qui sont mariés ou chez mes parents ou mes oncles et mes tantes. Enfin voilà, je suis pas complètement débile en matière de mariage. Je peux aussi donner mon opinion là-dessus, même si je ne suis pas mariée. Et justement, ça me rappelait que les prêtres, par exemple, ne sont par définition pas mariés et pourtant ils conseillent, ils préparent au mariage et évidemment ils ont autorité en la matière. Ils ont aussi les grâces du Saint-Esprit, bien entendu, leur formation, tous les couples qu'ils rencontrent, et il n'y a pas besoin d'être marié pour donner des conseils sur le mariage. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais en l'occurrence, les conseils que j'avais donnés étaient des conseils de personnes mariées. Mais ça m'a un petit peu fait rire. Et c'était quoi le deuxième commentaire? C'était... je ne sais plus, mais bon, en gros, les gens n'écoutent pas ce que je dis dans mes podcasts, ou alors commentent sans même avoir écouté, je pense. Mais ça, j'ai un petit peu l'habitude. Tout ça pour dire que justement, à l'heure actuelle, on ne fait plus confiance aux personnes qui ont de l'autorité. Je ne dis pas que j'ai une autorité quelconque, mais je fais référence aux prêtres, je fais référence à certaines personnes qui sont reconnues dans certains domaines, et en fait, on va avoir tendance à dire que ma petite opinion vaut celle je sais pas, vaut tout aussi bien celle d'un prêtre ou de je ne sais pas quoi. Par exemple, j'ai décoré chez moi, j'estime que ma décoration est quand même plutôt pas mal, correspond à mes goûts, etc. Si je faisais venir une architecte d'intérieur ou une décoratrice d'intérieur qui a fait des études dans le domaine, qui a vu des centaines, des milliers de maisons, qui je ne sais pas quoi, c'est son métier, c'est aussi son sens artistique, et qu'elle venait chez moi, elle pourrait très certainement me dire, écoute ma cocotte, tu te sens bien chez toi et tant mieux. Par contre là, t'as fait une grave erreur en peignant ça de telle couleur, en choisissant tel sol, ou en mettant ta bibliothèque sur tel mur et pas sur tel autre, ça rapetissit ta pièce, ou ça assombrit, ou je ne sais pas quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah voilà, parce que je ne suis pas une autorité en la matière. Ça ne veut pas dire que je n'ai aucun goût, ça ne veut pas dire que je n'ai pas la capacité de décorer mon intérieur, mais voilà, il faut savoir aussi prendre, se situer par rapport aux autres. Et pareil, par rapport aux prêtres, bon, bah, par exemple, je considère que le domaine du vêtement, j'y ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup lu, j'en ai beaucoup parlé, etc. Je pense que j'ai quand même le droit de donner de pouvoir par exemple faire des conférences sur le sujet. Là, dimanche, je vais donner 2 conférences à ce sujet-là, j'ai écrit un livre, etc.
Mais je considère que si un prêtre qui dit autre chose que moi ou qui, qu'un prêtre aura toujours plus d'autorité que moi en la matière, justement parce que c'est un prêtre, parce qu'il a plus d'autorité que moi par définition, ou voilà, que je ne connais pas tout non plus, etc. Et d'ailleurs, souvent je le dis, il y a des personnes qui viennent gentiment me poser des questions, alors pas forcément que par rapport aux vêtements d'ailleurs, par rapport à leur couple ou autre, et très souvent, il y en a qui peuvent témoigner, je pense, sur cette chaîne, mais très souvent, ça m'arrive de répondre quand je sais, et avec certitude, je réponds et je donne mon avis ou telle citation des enseignements de l'Église ou peu importe, où je guide les gens vers certains ouvrages, certaines encycliques ou autres, et quand je ne sais pas, je le dis. Je dis, je suis désolée, ça vraiment, à la limite, j'ai mon opinion dessus. Moi, si c'est une amie qui me demandait, pourquoi pas, je pourrais lui dire, écoute, à ta place, je ferais ça ou ça. Mais par contre, une inconnue, une lectrice qui me demande un conseil sur un sujet assez grave ou important, voilà, je dis, écoutez, je vous conseille d'aller voir un prêtre. Voilà, moi, je sais j'ai mon opinion et je saurais à peu près quoi faire, mais je ne veux pas du tout prendre la responsabilité de dire quoi que ce soit quand c'est des choses assez graves et que c'est un confesseur de trancher. En tout cas, voilà, sans rentrer dans des caricatures non plus, il faut aussi apprendre à faire des nuances, mais vous voyez bien le problème du fait qu'il y ait ce relativisme, qu'il n'y ait plus d'absolu, qu'il n'y ait plus de vérité, qu'il n'y ait plus de beauté, qu'il n'y ait plus... vraiment c'est ça, il n'y a plus d'absolu et chacun fait un peu ce qu'il veut. Sans tomber, comme je le disais, on ne tombe pas non plus dans la caricature, dans quelque chose de très fermé, de très c'est ça, c'est pas autrement, il n'y a qu'une vérité dans tous les domaines. Alors bien sûr, dans certains domaines, oui, il n'y a qu'une vérité, mais après, effectivement, on en a parlé, il y a aussi des questions de goût, de contexte aussi, voilà, il faut aussi savoir aménager un petit peu, mais ne sans tomber justement dans ce problème du relativisme. Et c'est là aussi que moi je vois quelque chose un peu comme, ça me fait penser à la complémentarité homme-femme, vous voyez, l'homme qui va avoir plutôt, qui va mettre un cadre, qui va mettre des règles, qui va être clair, qui va être précis, qui va réussir à rester ferme, qui va avoir une vue d'ensemble sans forcément se préoccuper des goûts et des opinions de chacun, et la femme qui va derrière apporter ses nuances, sa souplesse, son empathie, regarder un peu les détails, s'intéresser aux personnes, s'adapter, etc. Enfin, vous voyez, et dans une famille aussi, c'est comme ça que ça marche. Voilà, on a le cadre, les choses claires, les choses précises, et après on a aussi la souplesse pour certaines choses. Je vous en avais parlé dans le domaine vestimentaire, par exemple, c'est super important, on en discutait encore récemment avec une amie, c'est vraiment hyper important qu'il y ait des règles, qu'il y ait un cadre précis, parce qu'après on va avoir toujours tendance à dépasser les limites, à aller au-delà, à s'autoriser certaines choses, etc. Et on va toujours aller plus loin et se déshabiller de plus en plus, j'allais dire, en tout cas par rapport à l'époque dans laquelle on vit. Donc c'est hyper important de mettre des règles un peu précises, détaillées, etc. Enfin, un cadre qui est concret. Et après, dans ce cadre, chacune, en fonction de sa situation, de son métier ou pas, etc., de l'endroit dans lequel elle vit, de ce qu'elle fait chaque jour, des personnes avec qui elle vit, enfin, peu importe de sa situation, on va dire, voilà, s'il y a des adaptations à faire, elle les fait. Mais en attendant, il y a quand même des règles et un cadre. De même que, par exemple, un prêtre, pendant son sermon, ou ses enseignements, ou ses cours de catéchisme, va dire des choses assez précises, claires, nettes, et sans ambiguïté. Et par contre, en confession, il va peut-être adapter légèrement son discours. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des vérités qu'on dit officiellement en sermon et en fait la vérité elle change quand on est en confession ou avec son père spirituel? Non, c'est pas ça. La vérité est toujours la même. En revanche, il va adapter son discours en fonction de votre parcours. Un prêtre, a priori, ne va pas parler de la même façon à quelqu'un qui a été baptisé tout petit, qui a toujours pratiqué, qui a été dans une famille catholique et qui, ça fait 30 ans que la personne va à la messe tous les dimanches, dit son chapelet tous les jours et je ne sais quoi. La personne, le prêtre ne va pas dire la même chose à cette personne ou à quelqu'un qui a le même âge, qui a une trentaine d'années, mais par contre qui est fraîchement converti, qui est en train de tout apprendre, qui est en train de tout mettre en place dans sa vie. Est-ce que ça veut dire que, tiens, 2 poids 2 mesures, ou tiens, c'est pas la même vérité en fonction de notre parcours? Non, c'est pas ça, mais c'est simplement qu'il faut aussi s'adapter au rythme de chacun et prendre en compte l'histoire, prendre en compte le parcours, et ça n'empêche pas le prêtre de rappeler, écoute, la règle c'est ça,
Mais pour que tu réussisses à arriver de ce point A à ce point B, eh bien tu vas faire comme ça. D'abord tu vas faire ce premier petit pas, ce deuxième petit pas, tu vas y aller petit à petit et à la fin tu arriveras du point A au point B. Par contre, quelqu'un qui est déjà arrivé au point B et qui recule, qui fait certains péchés, qui commence à se laisser aller, etc. Bon bah là, un petit peu plus fermement, le prêtre peut lui parler puisque cette personne a reçu beaucoup plus de grâce, est catholique depuis sa naissance, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ne laissons pas au monde, aux gens, leurs fausses illusions, parce que le relativisme est un poison qui donne de fausses illusions, de fausses joies. On a l'impression que c'est facile parce que c'est mon opinion, mon ressenti, ce que je veux, je n'ai pas de barrière, je n'ai pas de limite, etc. Et on se rend compte que c'est une fausse liberté, que c'est un faux bonheur, et que finalement ce n'est pas ça qui va nous rendre heureux, c'est la vérité qui nous rendra libres. C'est dans la Bible, mais c'est aussi du bon sens, et ça n'est pas en faisant chacun notre petite sauce, notre petite opinion et notre ressenti, qui est d'ailleurs sujet par définition à changer tout le temps, mais essayons de nous raccrocher à cette vérité, soyons un peu intransigeants, ça n'empêche pas de montrer de la bienveillance et de la charité envers le prochain, mais pour nous-mêmes, soyons exigeants, n'ayons pas peur de l'exigence de la vérité, n'ayons pas peur de nous remettre en question, n'ayons pas peur de cheminer à notre rythme aussi vers la vérité, et c'est ce cheminement qui va nous procurer un vrai bonheur. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, et je vous souhaite vraiment de comprendre le poison qu'est le relativisme et de le sortir de vos vies. À très bientôt pour un nouveau podcast.